Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, c'est avant tout la recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes. Malgré les avancées qu'a connues notre pays, le Code de la famille comporte encore des dispositions discriminatoires, à l'instar de celles qui réglementent le système successoral marocain. Pour en parler avec moi ce soir, je reçois Melika Benradi, docteur d'État en droit privé, professeur émérite à l'université Mohamed V de Rabat-Agdal et avocate au barreau de Rabat. Melika Benradi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Merci, chère Madame Skhri, pour cette invitation et surtout pour l'appellation qui m'a fascinée de ce programme. Merci beaucoup. En tout cas, votre parcours et votre expérience dans le domaine du droit est particulière et elle est exemplaire même. Vous avez été membre de la Commission nationale de révision du Code pénal, membre du Conseil national des droits de l'homme. Vous êtes consultante auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux sur ces questions justement de femmes, d'enfants, de migration. Et vous avez publié beaucoup de thématiques à ce sujet. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous attaquer à une question que je qualifierais d'épineuse sur l'héritage. Donc, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est le bon timing? Pourquoi aujourd'hui ce sujet? Est-ce que ce n'est plus tabou? Ou est-ce qu'il devrait plus être tabou? Et quels sont les arguments qu'il faut pour qu'on puisse avancer? Merci, chère Aïcha, pour cette première question. D'abord, on ne s'est pas attaqué à cette question. En tant que chercheur, mais aussi militante des droits des femmes, on voulait savoir, au niveau de la recherche, ce que pensent les Marocains et les Marocaines de ces discriminations qui quand même mobilise la société civile, notamment le mouvement des femmes et le mouvement des droits humains, et qui met toujours quelques hésitations par rapport au système successoral marocain. Et on a voulu justement lever le voile à travers une recherche de terrain sur cette question. Évidemment, il y a différentes raisons qui ont motivé cette initiative qui a été prise par l'Association des femmes marocaines pour la recherche et le développement, qui n'est qu'une antenne de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, basée à Dakar, et en partenariat avec l'Organisation marocaine des droits humains. Nous avons voulu donc lever le voile sur cet aspect des discriminations des droits des femmes, mais pas à travers un plaidoyer fondé sur la confrontation de l'arsenal juridique avec l'article 19, etc., mais à travers une enquête de terrain, c'est-à-dire en donnant la parole à un échantillon représentatif de la population marocaine. Donc c'est 1200 personnes qui ont été interrogées. 1200 personnes, milieu urbain, milieu rural, 600 femmes, 600 hommes. Et donc l'échantillon a été construit par le HCP selon les critères rigoureux de scientifiques. Et donc les enquêteurs et les enquêtrices sur le terrain ont bénéficié d'une formation. Le questionnaire a été testé d'abord sur le terrain pour être reformulé et surtout simplifié pour qu'il soit à la portée de la compréhension des Marocains et des Marocaines. Et donc vous êtes la coordinatrice de ce comité scientifique. Oui, j'ai coordonné le comité scientifique par rapport à cette étude qui a duré 2 ans. On devrait au fait présenter les résultats il y a longtemps, mais le Covid nous a empêchés parce qu'on tenait à ce que la présentation des résultats se fasse de manière en présentiel et dans les universités, en sachant que c'est l'université qui est ouverte au débat, à la discussion, au partage, à la réflexion, à la critique surtout. Et les médias aussi. Et les médias, Malika. c'est sûr. Il faut quand même aussi informer le grand public. Oui, voilà. C'est un petit peu notre Alors, rôle. vous me dites quelles sont les considérations et dans quel contexte. Nous sommes d'abord partis, avant de prendre cette initiative, du débat qui, depuis la nuit des temps, partout au monde, mobilise ceux qui sont pour l'égalité et ceux qui sont contre l'égalité. C'est le principe de l'égalité homme-femme, aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé. Ce débat sur l'égalité a été à l'origine, bien sûr, d'orientation, d'idéologie, mais il a aussi innové par rapport aux démarches, par rapport aux approches, par rapport à des questionnements qui demeurent de plus en plus importants, et notamment dans la sphère géographique et culturelle arabo-musulmane, parce que nous avons l'espace privé qui est régi
par des textes dont le fondement reflète une certaine lecture du référentiel religieux. Et c'est pour cela que nous avons dit, bon, le système successoral étant une question épineuse, on va essayer de voir ce que les Marocains et les Marocaines pensent de ce système. Que pensent les Marocaines et les Marocains de ce système? Est-ce qu'ils le connaissent bien? Écoutez, d'abord, on s'est dit, il y a d'autres considérations. Un, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, le Maroc a quand même connu des avancées majeures en faveur des femmes. Il y a, tous les textes hérités de l'époque du protectorat ont été révisés. À la tête, on a une constitution de 2011 qui quand même consacre de manière claire 3 principes. Le principe de l'égalité homme-femme, le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe et la primauté des conventions internationales sur les lois nationales. En plus, le Maroc a ratifié la convention d'élimination des différentes discriminations à l'égard des femmes en 1993. Il a donc, si vous voulez, supprimé les réserves qu'il avait émises en 1993 et en plus, et c'est très important pour nous en tant que femmes et en tant que juristes, c'est qu'il a ratifié le protocole additif qui permet à toute femme qui subit une discrimination, une violation de ses droits fondamentaux, de s'adresser après épuisement de la voie nationale au comité des droits des femmes. Et donc, partant de cet arsenal juridique qui a quand même accompagné les femmes dans le sens d'une amélioration, partant du référentiel international auquel le Maroc adhère de manière claire, et il se prépare même à adhérer aux conventions de l'Union africaine qui insistent plus que les conventions des Nations Unies sur le principe de l'égalité homme-femme et sur le principe de l'égalité entre filles et garçons. C'est très important. Alors, moi, permettez-moi, Malika, de revenir sur cette enquête parce que nous avons une émission qui, malheureusement, ne dure pas très longtemps. Donc, j'aimerais qu'on parle des chiffres. Oui. Moi, il y a un chiffre qui m'a interpellée, c'est-à-dire le premier. C'est que les Marocaines et les Marocains connaissent bien le système successoral marocain, mais que 82% de l'échantillon interrogé est d'accord pour la règle de la double part pour les hommes. Et ça, quel que soit le niveau d'inscription. C'est quand même un chiffre assez fort. Oui. Et les femmes, il y a 73% de femmes. Donc ça, c'est un chiffre quand même qui est un peu décevant, non ? Non. De toute façon, au niveau de la recherche, sincèrement, on s'y attendait parce que moi, j'étais sur le terrain. J'ai accompagné dans la région de Fès, Meknès, Taza, les enquêteurs et les enquêtrices et je voyais comment c'est pour ne pas influencer la réponse, justement, de la personne interrogée. Vous savez, l'enquête de terrain a ciblé 3 niveaux. D'abord, la connaissance des règles que nous avons considérées ou que le mouvement des femmes considère comme discriminatoires, la règle de la double part, la règle du tassib, c'est-à-dire quand la fille est unique ou des filles sans frère n'héritent pas la totalité du patrimoine laissé par leurs parents, et la règle de l'empêchement à succession en raison de la différence de culte, c'est-à-dire l'épouse non musulmane d'un époux marocain musulman n'a pas droit à l'héritage et son époux n'hérite pas d'elle et ses enfants n'héritent pas d'elle et elle n'hérite pas de ses enfants si ses enfants décèdent avant elle. Donc nous avons dit, par rapport à ces 3 règles, on va voir ce que connaissent. Est-ce que les Marocains connaissent d'abord cette règle? Alors, est-ce qu'ils la connaissent? Oui. Non, mais il y a une différence. La règle de la double part, pratiquement tous les Marocains la connaissent. On a quand même presque 98% de l'échantillon interrogé qui connaissent, le garçon à la double part de sa sœur. Ça, ils connaissent bien. Oui. Par rapport à la règle de Tassib, il y a à peine 60% qui la connaissent. C'est-à-dire quand il n'y a que des filles, elles n'héritent pas la totalité du patrimoine. La règle de l'empêchement à succession en raison de la différence de culte, il y a à peine 20% qui la connaissent.
Donc vous voyez un peu déjà au niveau de la connaissance, et quand vous prenez la réponse et vous l'analysez en fonction des variables retenues, on a retenu le milieu de résidence, milieu rural, milieu urbain, l'âge, le genre, la situation matrimoniale, l'activité professionnelle. Donc un certain nombre de critères. Et bien sûr, le nombre d'enfants. Est-ce que vous avez des enfants ou non? Est-ce que vous avez un garçon? Et vous allez voir par rapport justement à toute l'enquête qu'il va y avoir des variations en fonction des variables. Lorsqu'il n'y a que des filles, alors c'est 53,5% qui sont, enfin seulement, entre guillemets, qui sont d'accord avec la règle du Tassib. Donc il y a quand même, on ressent une inégalité. C'est sûr. Mais par rapport à votre première question, pourquoi il y a ce taux élevé de ceux qui connaissent? Pourquoi? Parce que c'est lié au fondement religieux. Tout le monde va vous dire c'est-à-dire c'est cité dans le Coran, donc c'est tout à fait normal que ceux qui vont être aussi contre la révision vont se baser aussi sur le fondement religieux de la règle, bien que, et permettez-moi d'insister sur cela, quand on a procédé à une analyse, parce que c'est une grille de réponse, référentiel religieux, tradition, coutume, etc., au fait, les Marocains et les Marocaines confondent référentiel religieux, tradition, coutume. Très peu, et c'est là où moi, en tant que chercheur, ça devient inquiétant, les gens ne citent pas le droit, ne citent pas la règle de droit, ne citent pas le code de la famille, en disant oui. Très peu vont nous dire oui, dans le fondement, il y a le droit, il y a la règle de la double part qui est citée dans le code de la famille. Est fortement inspiré de la religion aussi. C'est certain. Oui, donc ça a été aussi... Le fondement est religieux. Et le fondement est religieux. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi justement il y a ce pourcentage assez élevé de la connaissance de la première règle par rapport aux deux, et qui est lié et qui va se refléter aussi dans la deuxième question, quels sont les fondements? C'est donc le texte religieux, mais par exemple, l'éloignement ou l'empêchement de l'épouse non musulmane, il n'y a pas un texte coranique, il n'y a pas un texte, il y a un texte juridique, il y a un article du Code de la famille du livre 6 qui empêche. Personne ne le connaît. Et les gens vont vous dire, et c'est là où c'est aussi grave, on va vous dire le kafra. Le kafra, même vous voyez, on mélange chrétienne et juive avec le kafira, celle qui n'a pas de religion. Donc, au niveau de la connaissance, il y a tout un travail à mener pour que les Marocains et les Marocaines au moins connaissent les lois qui régissent leur rapport au sein de la famille. Et là, on va peut-être en arriver, parce que ça a aussi interpellé le rapport du Marocain et de la Marocaine à la loi, le rapport du Marocain et la Marocaine aux institutions. Ça ouvre beaucoup de champs à d'autres investigations possibles. Mais pour revenir donc, alors la connaissance, oui, on ne remet pas en cause ces inégalités, donc comme on l'a dit au départ. Par contre, il y a des stratégies et des pratiques de détournement qui existent et qui sont très courantes. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler? Lesquelles? C'est sûr, oui. Par exemple, et dans le rapport que vous avez entre vos mains, il y a énormément de témoignages d'hommes et de femmes par rapport à toutes les questions qui ont été posées, et on n'a pas ciblé que les témoignages qui sont pour l'égalité, on a ciblé tous les témoignages qui expriment en quelque sorte les positions, les perceptions, les opinions des Marocains et des Marocaines. Par rapport à cette question, et moi je me rappelle sur le terrain, un Marocain du milieu rural m'a dit « Écoutez, quand le Marocain ou la Marocaine sont confrontés à un problème, ils savent comment le régler. » Je lui dis « Comment ils le règlent ?» Il me dit « C'est normal, s'il épouse une étrangère, il a dit étrangère, pas une non-musulmane, ben il n'a qu'à la convertir. S'il n'a que des filles, il n'a qu'à leur vendre le bien ou leur faire une donation. » Donc, ça dénote de manière claire et significative le rapport à la loi. Les gens ont la possibilité, et ce n'est pas uniquement par rapport à ces deux questions, c'est par rapport à tout l'arsenal juridique marocain où il y a beaucoup de pratiques et de comportements de détournement de la loi. Et plus que cela,
Donc on ne la remet pas en cause, mais on s'arrange avec... Non, on ne la remet pas en cause. Il y a certainement une raison. C'est parce qu'on sait que c'est difficile de remettre en cause une règle dont le fondement est religieux. Donc on la contourne. Et on va vous dire, on est bien, aussi bien vis-à-vis de la loi que vis-à-vis du référentiel mais c'est pas un peu hypocrite religieux. Ben, écoutez, les gens ont pris l'habitude à trouver des solutions à leur situation qui peuvent être parfois très dramatiques, croyez-moi. Et dans les témoignages, beaucoup de gens nous racontaient des histoires de parents qui laissent uniquement une fille ou qui laissent uniquement des filles et qui, le soir même du décès ou le lendemain, on vient les faire sortir de la maison où ils ont grandi, etc. Donc il y a quand même des situations dramatiques qui se déroulent dans notre pays, et c'est pour cela que nous, quand la première question que vous aviez posée par rapport aux raisons, nous avons aussi interpellé le référentiel de la réalité sociale. Aujourd'hui, les femmes travaillent, ont un niveau d'instruction, ont pris conscience de leur citoyenneté, ont un sens de la revendication. Participent aussi aux frais du ménage. Oui, participent. Si elles travaillent, il y a même des femmes qui prennent en charge leurs frères. Et le jour du décès, le frère qui a été pris en charge par sa propre sœur va hériter son double. Donc, je vous dis, on a même essayé par rapport au contournement de la loi de mettre en situation des personnes. Et je vais vous dire, vous prenez un homme célibataire, vous lui dites le jour où vous serez marié et que vous n'aurez que des filles, quel serait votre... Maintenant, vous êtes pour la règle de Tassib. Si le jour où vous vous mariez, vous avez que des filles, est-ce que vous allez garder la même position? Un pourcentage important qui dépasse les 70% nous dit non. Donc en fait, dès qu'on est concerné... Voilà, dès qu'on vit la situation, on change de position. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de femmes divorcées, de femmes veuves, de femmes qui ont vécu des problèmes. Qui sont prêtes, parce que donc, la bonne nouvelle du sondage, c'est que justement... moi, je dis que c'est une bonne nouvelle, parce que quand même, 36% sont pour l'ouverture d'un débat à ce sujet. Bon, 44% sont contre, et puis il y a 20% qui ne se prononcent pas. Bon, pour quelle raison, on ne sait pas trop, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle dans le sens où on accepte de parler, de débattre, d'essayer de trouver une solution. Et c'est ce chiffre qui augmente à 46%, justement dans le cas de la femme divorcée et des veuves. Oui, les femmes divorcées, les femmes veuves, surtout celles qui n'ont pas de garçon, ont des positions beaucoup plus revendicatives que, bien sûr, les veuves qui ont un garçon. Parce qu'elles disent comme ça, pas. Le garçon me protège du frère, me protège de l'oncle, etc. Mais pour revenir justement à ces pourcentages, 44%, ils ne disent pas qu'ils sont pour le débat. Parce que le débat, de toute façon, parmi les considérations... Ils sont contre le débat. Ils ne veulent même pas ouvrir le débat. Non, les 44% sont contre la révision des dispositions. D'accord. Sont contre. Mais le débat qui a eu lieu au Maroc sur cette question et la pétition qui a été signée pour supprimer Tassib, très peu de gens la connaissent. À part Casa, Rabat, le milieu urbain, dans la campagne, personne ne sait qu'il y a un débat sur cette question. Pourtant, c'est une pétition qui a mobilisé de très grandes personnalités marocaines, etc. Maintenant, pour revenir au pourcentage, 44% déclarent qu'ils ne veulent pas la révision de ces dispositions qui sont considérées comme discriminatoires. Pourquoi? Parce que le fondement est religieux. Donc, ils ne cherchent même pas. Et c'est là où on a, si tu permets, Isha, de souligner un fait, c'est que les Marocains ont une connaissance très faible, voire nulle, de toutes les lectures qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus progressistes et qui existent aussi au Maroc. Je peux donner l'exemple de M. Sihmed El-Khamlichi, qui fait des lectures extraordinaires par rapport à ces questions. Donc les gens restent attachés quand même à des lectures restrictives des droits des femmes. Même quand il n'y a pas un verset coranique, le fait que l'épouse non musulmane n'hérite pas, ce n'est qu'une position de fuqaha qui peut évoluer. Et c'est le cas aussi du testament qui pourrait être une solution. Oui.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est ressorti aussi au niveau de l'enquête. On va y arriver à la question du testament. C'est juste pour parler des 36,4% qui sont pour la révision des dispositions. C'est quand même le tiers. Hein. Et c'est là où, justement, on a comparé les raisons avancées. Ceux qui sont contre avancent le référentiel religieux, ceux qui sont pour avancent la Constitution, les engagements internationaux du Maroc, la réalité sociale, le référentiel. Les femmes qui prennent en charge, qui travaillent, qui contribuent. Qui sont quand même conscients de cette évolution. Exactement, ils sont au fait de... Maintenant, pour les 20% qui ne se sont pas prononcés, et là, je parle parce que j'étais sur le terrain, j'ai constaté, et en toute honnêteté, et selon la rigueur scientifique, que les gens n'avaient pas assez d'audace pour dire, chaque fois qu'il s'agit du religieux, on veut rester à l'écart. Mais je suis certaine que parmi ces 20%, il y a une majorité au moins la moitié qui pourrait, augmenter le pourcentage des 36%. Parce qu'ils n'osent pas, ils n'ont pas appris dans leur système éducatif d'avoir une approche critique, de remettre en cause certaines choses. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand on croisait les résultats avec le niveau d'instruction, on pouvait facilement trouver une personne analphabète qui est plus en avance en avance entre guillemets par rapport à ces questions qu'une personne qui a un niveau même universitaire. Pourquoi? Et c'est là où nous, on a interrogé et on interpelle le système éducatif marocain qui malheureusement avec mes plus grands regrets, ne véhicule pas les valeurs universelles de l'égalité, de la dignité, de la citoyenneté, et donc les gens consomment finalement un contenu qui les conforte dans leur position, entre guillemets, de conservateurs et de conservatrices. Alors Malika, moi j'aimerais qu'on revienne à cette question qui est très importante parce que c'est ce qui ressort aussi de l'enquête par rapport à cette proportion des personnes qui sont pour la révision du code successoral. Il y a eu la solution qui a été proposée, c'est le testament. Et vous dites dans vos introductions que le testament, en fait, c'est quelque chose c'est la sunna qui a modifié les dispositions coraniques en établissant deux restrictions. La première, c'est un hadith qui souligne que la valeur du legs ne doit pas dépasser le tiers. Exact. Et puis la seconde, c'est un autre hadith qui dit pas de legs pour un héritier qui, comme le hadith précédent, est un hadith isolé. Donc ce sont des hadiths, ce ne sont pas des versets coraniques. On est bien d'accord? Écoutez, d'après les lectures, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je m'y intéresse. Et il y a beaucoup de chercheurs dans l'ère géographique arabo-musulmane, spécialisés dans les sciences religieuses, qui ont, en tout cas, à partir de la lecture du Coran, ont tout simplement montré que la règle de l'wasiya est prioritaire par rapport à l'autre règle qui dit à la fille la moitié de la part du garçon. Pourquoi? Parce qu'en arabe, on dit « kutiba alaykum ». C'est plus fort quand on dit « kutiba alaykum as-sawm », c'est-à-dire c'est une obligation. Et l'Oustad al-Khamlichi part de là, et c'est Sharfi, le Tunisien, part de là, et c'est Shahrour part de là, Allah yarhamou. Donc ils disent que de toute façon, l'wasiya, il y a l'asl, il y a la règle fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle revient au fait à privilégier la volonté de la personne qui a amassé un patrimoine et qui est en droit de le donner à des pauvres, à des personnes en situation de handicap, à des voisins, etc. Mais la lecture du fiqh est venue pour d'abord dire que l'wasiya vient en second lieu, c'est l'autre verset qui est prioritaire. « Awsikum fi awladikum » c'est-à-dire je vous recommande. C'est pas comme kutiba alaykum. Donc en fait, c'est pour cela. Et là, moi, c'était étonnant que les Marocains privilégient l'wasiya à plus de 60%. Parce qu'ils disent finalement c'est les biens pour lesquels j'ai travaillé. J'ai le droit de un médecin, je me rappelle sur le terrain, m'a dit: mais moi, pourquoi c'est mon oncle qui va venir prendre si je n'ai pas d'enfants ou si je n'ai que des filles? C'est d'abord ma femme.
Pourquoi je ne lui laisserai pas tout? Pourquoi elle ne me laissera pas tout si on n'a pas d'enfant? Donc, c'est des questions qui commencent à interpeller et qui commencent à poser des questions. Maintenant, les 36%, parce qu'on n'a pas posé la question aux 44, ils sont contre. Ils sont contre. On leur a dit, bon, si vous êtes pour la révision, quelle est l'autorité pour vous ou quelle est l'institution pour vous qui pourrait demander la révision? Et quelle a été la réponse? La réponse, et là, c'est, comme je vous ai dit, il y a le rapport à la loi et le rapport aux institutions. On a été un peu choqués par rapport justement aux résultats où, par exemple, le Parlement... 30%, même 64% ne veulent pas que c'est le Parlement. Vous voyez, ceux qui sont. Le ulama, plus 81% ne voient pas que le Conseil supérieur des ulama pourrait jouer ce rôle. Alors qui? Alors, le CNDH, 70% ne voient pas que c'est le CNDH qui pourrait jouer ce rôle. L'institution royale? La société civile, 82%. Pourquoi? Parce que, et là, il faut quand même que les politologues se penchent sur cette question, parce qu'on n'a pas confiance dans nos institutions. Tout à fait. On n'est pas fiers de nos institutions. Moi, je me rappelle, j'avais visité le Parlement allemand et j'ai trouvé des enfants de la maternelle qui visitaient le Parlement. Et on voyait déjà sur le visage des enfants qu'ils étaient fiers de visiter le Parlement. Donc parce qu'ils représentent la volonté générale. On revient à l'éducation, Malika. On revient à cette question d'éducation. Là, on s'est rendu compte que les gens ne font confiance à rien, ils contournent la loi, le rapport à la loi, le rapport aux institutions. Maintenant, on leur a dit, bon, maintenant, quelle est la personne qui pourrait répondre à cette demande? Qu'elle soit formulée par le gouvernement, ou par le CNDH, ou par le Conseil de ulama, quelle est la personne? Eh bien, on s'est tout simplement rendu compte que les personnes, à plus de 27%, proposent l'autorité royale. Seule l'institution royale est capable de répondre à cette revendication d'égalité ou de reprendre les discriminations, de réviser les discriminations du Code de la famille. Merci beaucoup, Malika. Alors, pour revenir juste à cette histoire donc, de testament, qui, en fait, une solution, puisqu'il s'agit de respecter les volontés du défunt et sa liberté. Et cette émission, comme vous le savez, vous l'avez dit en début d'émission, s'appelle Hurrat. Donc, que pensez-vous de la liberté, Malika Benradi? Écoutez, pour moi, Hurrat veut dire l'insoumission. Tout simplement, c'est des femmes qui ne seront soumises ni aux autres êtres humains, ni aux lois discriminatoires, ni aux institutions qui n'assurent pas leur dignité et leur citoyenneté. Et pour moi, l'appellation Hurrat est vraiment fascinante. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Malika. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos propos, la clarté des chiffres que vous nous avez annoncés. Merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir ouvert une brèche sur un sujet qui est assez épineux, qui divise beaucoup, mais qui mérite un débat pour qu'il y ait un changement, Inch'Allah, en faveur des femmes. C'est sûr. Moi aussi, je vous remercie pour avoir justement invité la coordinatrice du comité scientifique à ce débat. Et je peux vous dire que le débat qu'a soulevé ce rapport a joué en faveur justement de ce débat, nous sommes parce que le courant conservateur a fait une grande publicité à ce rapport. Et je les remercie de cette tribune. Nous les remercierons aussi. Alors dans ce cas, merci en tout cas. Merci encore Malika Benradi. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Bonne continuation des programmes sur M24. À la prochaine.